Cube Radio. Écoute, Richard, j'arrive, je suis en retard. Je pensais que pendant que tu m'attendais, t'aurais eu au moins le temps d'installer tous les sushis. Tu sais, c'est pas de la soupe que t'as pas... Je peux pas, je suis en train de travailler sur mon show de demain à la radio. Je changeais des courriels, pis tout ça. Je sais que tu m'as appelé 14 fois d'affilée. Non, je pense que c'est 20, en fait. Mon cellulaire était fermé. Mais c'est très drôle parce que toi, tu me reproches tout le temps. Quand tu m'appelles et que je réponds pas, tu me dis « À quoi ça sert d'avoir un cellulaire si tu réponds pas? » Puis habituellement, c'est à moi que tu fais ça, mais là, cette fois-ci, c'est toi. Es-tu en train de manger du gingembre avec tes doigts? T'es un morphale. Tu sais, c'est quoi un morphale? C'est bon, du gingembre. Regarde comment ça goûte bon. C'est vrai que ça donne des bons bisous. Tu sais que du gingembre, j'en prenais beaucoup quand j'étais enceinte parce que ça aide à contrer la nausée. Alors, on va en proposer à nos invités de ce soir, peut-être pour contrer leur nausée face à la défection de Catherine Fournier. Parce que, mon bel amour, devine qui vient souper ce soir. Ben là, je le sais, parce que j'ai participé activement. On voulait vraiment coller à l'actualité. Paul Piché et Mathieu Bock-Côté. Mais c'est pas ça, pas en tout. C'était un hasard. J'ai une question à te poser. À moi? Oui. Vas-y, toutes les questions sont possibles. Penses-tu que Jean-Martin Hossan, il sort avec Catherine Fournier? Penses-tu que... On devrait faire un DQVS? Que Lady Gaga sort avec Bradley Cooper? Je sais pas, mais Catherine Fournier et Jean-Martin Hossan, est-ce qu'ils forment un couple? Ben, ça ferait un beau couple parce que elle, je l'ai déjà écrit sur Twitter, c'est peut-être une des plus belles femmes du Québec. Écoute, Catherine Fournier, Jean-Martin Hossan, c'est sûr que ça ferait un très beau couple si c'était vrai. En même temps, c'est pas parce qu'ils vont au théâtre ensemble, c'est pas... Oups là! Bon, on va peut-être avoir la réponse. Peut-être que notre invité... Ah ben non, ça dépend, c'est qui? Si c'est Paul, il le saura pas. Puis si c'est Mathieu, ben peut-être que... Tu as invité Catherine Fournier? Non. Toi, tu as invité Jean-Martin Hossan? Hey, salut! Comment ça va? Comment ça va? Mathieu Ramy, comment ça va? D'une humeur constante et joyeuse. Ah, moi, ben j'essaie. là! C'est sûr que t'as une bouteille de vin à la main. Voilà. Hey, merci. Ça aide au bonheur. Ça aide au bonheur. Est-ce que c'est une soirée funêtre ce soir? Est-ce que c'est... D'aucune manière. Le Parti québécois est en train de mourir, mais le nationalisme est en train de renaître. Ça va. Es-tu sérieux? Je suis en ces matières-là moins pessimiste que d'autres de mes amis. Mais tu sais que c'est drôle. par la CAQ. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on passe du souverainisme de centre-gauche au nationalisme de centre-droit, et à travers ça, il y a une espèce de renaissance, pour l'instant invisible, mais qui me semble s'inscrire dans l'actualité politique. Non, c'est parce que c'est pas vrai qu'on va refaire l'histoire du Québec, installée dans notre entrée de maison. Quel meilleur endroit pour le faire? On sait mieux recevoir que ça. Merci. Puis comme tu le sais, de toute façon, parce que t'es souvent venu manger ici, Absolument. les parties chez les Durocher-Martineau commencent dans la Sont cuisine et se finissent dans la cuisine. Alors, viens-t'en. C'est le vin que Mathieu a apporté, c'est un Saint-Brie. Saint-Brie, est-ce que c'est pour... Il y a eu un brie cette semaine? Il faut pas me traiter trop de ruse en la matière. C'était le vin que j'avais au frigo et qui me semblait pas trop mauvais. Je tiens à spécifier pour les gens qui nous écoutent que Mathieu Bock-Côté est la seule et unique personne que je connais qui est capable de citer Charles de Gaulle, Raymond Aron, tous les plus grands philosophes, de Aristote jusqu'à Alain Finkielkraut en passant par Bernard-Henri Lévy, dans le texte des paragraphes complets. Quoique, Richard Martineau, je t'avoue que t'es pas mal... Non. Mais lui, il y a Chuck Norris. Ah oui, c'est ça. Pour compenser quand même son... Tu sais, Pour compenser, pour compléter. C'est très drôle. Mieux encore, parce que c'est le fondement. Donc, je demeure fidèle à mes amours d'enfant, et de ce point de vue, Chuck Norris, je me disais que c'était une chose que je pouvais devenir dans la vie de Chuck Norris, et bien, ça demeure. Donc, il arrive donc bien vite, les invités ce soir. Bon, alors, allons. Viens, est-ce que tu viens avec nous accompagner... Bienvenue. Oh ben! Bienvenue à la soirée funèbre de l'enterrement du PQ. Ben oui, ok, je pensais que tu allais me dire que c'était à moi qui était servi ce soir. Non, Comment tu vas? Ça va bien, toi? C'est un plaisir.
Mais bienvenue chez nous. Ça, toi, c'est la première fois que tu viens manger chez nous. Oui, absolument, oui. Alors Mathieu t'expliquera parce que lui, ça fait plusieurs fois. C'est un privilège et on espère ensuite être réinvité. Tout l'enjeu ici est d'être réinvité souvent. Comme les salons littéraires français, là. Ah oui. Ah, ben là, faut pas exagérer. Madame de Sévigny, Madame de... C'est qui tenait le salon, là? Madame Sévigny, mais en fait, la question aujourd'hui, c'est qui tient le salon aujourd'hui? Ah, ben là, personne. Ah, quand même! C'est là tout l'enjeu, on en voit quelques-unes. Bon, l'addition qui revient. Les amis, j'espère que vous buvez parce que ça fait Non, je bois fois... pas, honnêtement. Je T'es bois pas un peu. sérieux. Je bois un peu, mais je bois pas beaucoup. Ouais, moi, j'ai fait ma part. Moi, j'ai fait ma part. Donné. Et puis, de temps en temps, je fais un petit peu des petits rappels à ça. Non, mais je bois presque pas parce que je me sens plus bien. J'ai comme arrêté de boire à un moment donné. J'ai À été cause un de peu... des problèmes de santé de l'année dernière? Non, de non, 2018? pas du tout. Rien à voir? Non, aucun rapport. Juste à cause de mes excès en général. J'ai comme arrêté de boire à un moment donné. Un jour, il faut Pour payer. voir si je pouvais vivre sans boire. Puis? Et ça a toffé assez longtemps. Puis à un moment donné, ben, je peux boire un peu. Mais si je bois un peu, tu sais, si je bois 2 bières, je me sens plus bien. Ah! Mais je bois une bière de temps en temps. Mais c'est jamais moi qui va dire, mais tu sais, en mangeant, je peux goûter un peu. Il n'y a pas un événement particulier qui te dit là, il faut que j'aille. Non, pas du tout. En attendant, moi, j'ai pas de verre et Mathieu n'a pas de verre. Donc, oui, t'en Richard, as un, toi. ben, il est où? Ben, j'ai donné le mien à Paul. Ah, OK. Ah, c'était mon verre? C'était ton verre? C'est le plus Ben, grand des non, sacrifices, j'ai pas bu s'offrir son dedans, j'ai propre pas verre. bu dedans, vas-y. Ok, non, ben, Vas-y. non. Ben non, vas-y. Ben non. Vas-y. Non. Je voulais pas t'enlever ton verre. Non, mais c'est qu'en fait, Richard a pas fait sa job de service de vin. Évidemment, c'est tout le temps de ma faute. Mais on m'a dit de quoi, là? Ici, là, tout ce qui se passe de mauvais dans la maison, c'est de ma faute. Ouais. Mais non, mais c'est parce que... On appelle ça un couple hétérosexuel. Non, mais... Puis il y a des gens qui disent qu'on vit dans un patriarcat au Québec. c'est un matriarcat. Légende urbaine. Pas chez nous, en tout cas, on va te dire, là. Hey, Pas chez nous. 1-800 sauver Richard Martineau. L'anthropologie Tu fais beaucoup pitié. a dit très bien là, depuis longtemps qu'au Québec, on était dans une société matriarcale. Là-dessus. Écoute, c'est très drôle que tu dises ça parce que il y a plusieurs... Ben, Denise Bombardier dit ça depuis des années. Et à un moment donné, à Radio-Canada, et je te parle d'il y a 15-20 ans, ils avaient fait une série sur le féminisme au Québec. OK. Et ils nous avaient jumelé, Denise Bombardier et moi. Je pense que c'est la première fois que je rencontrais Denise de ma vie. Et on était là toutes les deux en train de dire « Ouais, le Québec, c'est un matriarcat et tout ça. » Puis je me souviens, l'intervieweuse, la fille qui nous interviewait, elle nous regardait comme si on était 2 extraterrestres, tu sais, venus de je sais pas trop quelle planète. C'était assez drôle. Et aujourd'hui, plus encore. Ben, C'est-à-dire, jamais. en ces matières, lorsqu'on évolue dans l'espace public, il faut normalement cocher toutes les cases. Donc, le Québec est patriarcal, il y a du racisme systémique, les Québécois sont arriérés, et ainsi de suite. Xénophobe Et si on contredit ces fausses évidences, alors là, on a droit à une controverse. Ouais. Ah ben, je vais juste dire une chose quand même matriarcale, ça veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas un besoin important d'un combat féministe. Dans le sens que ça n'a aucun rapport en réalité. Tu parles d'une société matriarcale et une grande majorité des femmes qui subissent l'oppression généralement à divers degrés, là, tu sais, mais je veux dire, ça n'empêche pas que les femmes gagnent moins cher que les hommes. Oui, mais ça même n'empêche t'es pas dans que... Mais c'est vrai que dans la famille, en général, c'est la femme qui est le boss. Écoute, Je veux dire, ça, tantôt, c'est là, typique. j'avais pas mis les sushis dans les assiettes. Ouais. Elle est arrivée. Là, elle me regardait des gros yeux méchants. Mais Tu fais sûr juste que- raconter la partie qui t'honore. Ouais, ben ça, c'est notre Raconte défense. aussi Faut la que tu nous partie laisses notre où défense. ça Écoute, faisait 20 minutes que les sushis étaient là, pis t'étais pas foutu de les mettre dans l'assiette parce que t'attendais mouvement. Une preuve, c'est dans l'étude du matriarcat, c'est qu'il y a 3 hommes, une femme, et on se sent dans cette position d'infériorité. Il y a eu un immense spectacle, il me semble, à tout le moins j'y étais, pour les 40 ans de Ouais, pour les carrière. 40 printemps, on a fait le Centre Bell, là, puis un peu partout. On pensait faire juste un show, on a fait le Centre Vidéotron, Centre Bell. On pensait de faire juste un show ou 2, là, avec ça, mais finalement, on a fait toute une tournée. Puis, Ah oui? Oui, puis là, ben, j'invitais des artistes. Ben oui. L'idée, c'était de voir des artistes plus jeunes que moi. Tout ce qui est arrivé après, ça, c'est de plus en plus facile à trouver, évidemment. Mais, donc, on s'est promené partout au Québec avec ça, et puis on a fait vraiment une belle grande tournée qui a duré comme quasiment 2 ans. Là. Fait que là, on est rendu au 42e printemps avec ça. Mais ça a été tellement une belle expérience pour moi de voir toutes les...
ben, des chanteuses, des chanteurs nouveaux, là, tu sais, puis aussi plus anciens, mais en tout cas plus jeunes que moi toujours. Il y a une période en ce moment, là, c'est riche, là, il y en a pour tous les goûts, et il y en a, et c'est pas des niaiseries, il y a beaucoup de bons artistes. Aujourd'hui, tu parles avec des jeunes, là, ils écoutent des chansons en anglais, ils écoutent la télé en anglais, ils vont voir des films en anglais. Tu sais, tu regardes dans le cellulaire d'un jeune de 18 ans aujourd'hui, là, c'est minorité de chansons québécoises. Lorsqu'ils chantent en français, ils ne chantent souvent plus le Québec. J'entends pas des chants nationalistes, pas nécessairement, mais on n'a pas l'impression de retrouver le Québec à travers ça, alors que les grands classiques de la chanson québécoise, on sent la condition québécoise, ça s'exprime à travers ça. Paul Piché, Beau Dommage, on pourrait nommer Richard Séguin, on pourrait nommer d'autres. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle, oui, c'est bien, on chante en français, c'est déjà une étape, mais je ne sens pas, lorsque j'entends la nouvelle musique, la singularité. Quand t'écoutes les Cowboys fringants, d'accord, bien sûr, mais les Cowboys fringants héritent ce sont les héritiers de cette tradition. Un artiste est dans un contexte particulier. Il veut dire, Paul, quand il a commencé, les années 70, il veut dire nationaliste. Oui. Tu sais, on peut pas, un chanteur qui est jeune, qui commence sa carrière, il peut pas chanter comme un chanteur qui a vécu dans les années 70. Puis en 77, c'était un an après l'arrivée au pouvoir du PQ. Fait que t'étais en plein dedans, là. C'est complètement absolument. Puis, mais ce qu'il faut comprendre, ben, tu sais, c'est sûr que il y a une différence récente. Là. La jeunesse, on est en train d'échapper quelque chose, mais c'est pas la seule chose qu'on est en train d'échapper avec Internet, les réseaux sociaux. Je veux dire, tout, tu sais, que ce soit les droits d'auteur, les chauffeurs de taxi, les journalistes, tout le monde, on est tous peu à l'envers avec ce qui se passe. Mais honnêtement, si je pense à ma jeunesse, quand moi j'étais jeune, on écoutait, tout le monde, on écoutait majoritairement, très principalement, de la chanson anglophone, américaine, anglaise et tout ça. Puis je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, moi, mettons, j'ai commencé à aimer beaucoup Jacques Brel, Gilles Vigneault, tout ça. J'étais tout seul, là. J'avais pas dans, si j'en trouvais un ami, là, tu sais, c'était loin, à quelque part, un bizarre qui était comme moi. Mais je veux dire, c'était pas ça, là, tu comprends? C'était quoi, Genesis? Puis là, ben, Gilles Vigneault, puis Félix Leclerc, il faisait le patriote, là. Il faisait pas, Théâtre Saint-Denis puis le Centre Bell, là. Tu comprends? C'était pas ça, là. Donc, ça a déjà été la même chose, tu comprends, là? Fait que, bon. Ça peut revenir, ça peut partir, on verra. On écoute la musique d'une façon complètement différente. Là. Je veux dire, on n'achète plus des disques comme avant, ça se passe plus de la même façon. Non, je suis pas abonné à Spotify. Pour des raisons éthiques, pour des raisons morales? Non, je suis juste pas là. C'est pas tes technos? Non, c'est sûr que je pense qu'il y a une bataille à mener pour récupérer au niveau des droits d'auteur, au niveau des droits des producteurs, il va falloir que tout ce monde-là se mette ensemble pour aller chercher de l'argent à un moment donné qui s'est disparu. Es-tu sur Spotify? Non, je suis surtout nostalgique. C'est-à-dire, non, je suis pas très techno, c'est-à-dire, hélas. Quoi? Paul Piché, Beau Dommage. Il y a une époque qui me rejoint fondamentalement. Puis ensuite, où les Français m'ont dit, je revenais aujourd'hui de Québec. Donc il y avait Brel, Brassens, Vilain Pingouin, Beau Dommage, Paul Piché. Et puis pour ce qui est de la musique, ou sinon ce qui joue à Chaume, ça va, ça c'est mon péché mignon. Donc je peux écouter 26 fois de suite Nothing Else Matters, ça va. Mais sinon, on appellera ça nostalgie. Moi, je reste vraiment, c'est la musique qui me rejoint. C'est-à-dire, c'est la musique qui touche, surtout pour la musique, moi qui suis pas très musical. Je peux passer des heures et des heures sans écouter de la musique. Surtout quand j'écris, je sens pas le besoin d'avoir un bruit de fond. Mais quand il y a le temps d'écouter de la musique, je peux rien, les chants du pays. Donc, c'est ce qui réveille en moi quelque chose. Et surtout, c'est quand je vais à l'étranger, ça c'est particulier, que chaque fois que je suis en France, là, je me mets à écouter beaucoup de musique et j'écoute toujours les grands classiques de la chanson québécoise parce que c'est à travers ceux-là que ça éveille quelque chose en moi qui va au-delà du bruit de fond. En tout cas, une chose est sûre, on est vraiment entre Québécois parce que les parties, ça commence dans la cuisine. Puis là, ça fait quoi, 15 minutes qu'on est pogné dans la cuisine? Donc, je pense que ce serait le temps d'aller dans la salle à manger. Alors, je vous l'explique si jamais vous avez pas encore compris l'idée. De toute façon, toi, Mathieu, vu que t'es venu manger souvent, tu le sais, on est pourris en cuisine, Richard et moi, d'où les sushis. Donc, j'espère, Paul, que ça te dérange pas de manger. Moi, j'aime bien les sushis. T'aimes bien les sushis? Alors, regarde, on va prendre chacun un petit plat. Donc, je te donne celui qui est le plus grand et le plus lourd. Mathieu, ceci? Ouais, mais d'ailleurs, vous m'avez décomplexé à cause de ça, parce que personnellement, je cuisine à la manière de chalumeau, et désormais, je me sens plus complexé d'accueillir des gens avec des sushis, me disant que des gens de bonne compagnie l'avaient fait avec moi. Ah, voilà.
RDH a fait un documentaire en disant, un documentaire sur les artistes en disant, un artiste ici devrait toujours faire la même chose. Par exemple, j'adore Modiano, et Modiano a toujours écrit le même livre. J'adore Fellini a toujours fait le même film. Ou alors, un artiste devrait tout le temps se réinventer, comme David Bowie, où il changeait de style à chaque album. Toi, t'es où? Est-ce que tu creuses toujours ton petit sillon? Je les ai tous entendus sur son disque? Je suis à quelque part entre les deux, je pense, effectivement, si on définit ça de même. Mais c'est sûr que moi, je me suis fait souvent reprocher, juste à partir du moment que je me suis rasé la barbe, à l'époque. Ben là, quand je me suis rasé la barbe, c'est très j'ai drôle. été hué, tu sais. Tu me niaises? J'ai été hué la première fois que je me suis présenté sur scène. Mais ça, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais, non, c'est ça. Pourquoi? T'étais plus authentique. Ben là, c'est ça. Tu sais, en tout cas, regarde, écoute, les gens s'attachent à une image. Mais c'est parce que toi, quand t'as commencé... Et pour te dire que ben, tu sais, l'apparence, là, c'est un langage, ça parle. C'est Et sûr. donc, ça voulait dire quelque chose pour du monde, puis ça décevait les gens, tu sais. Non, mais- C'est comme quand Charles Bois s'est fait photographier sur une de ses pochettes de disques en jouant au golf. Ouais. Les gens, il y mais avait là, la il pochette de suffit sang autre bourgeoisie. chose, Non, effectivement. mais un artiste a une identité originelle, c'est-à-dire, c'est ce qu'on va dire, ça c'est du Paul Piché, ça c'est du, Ouais. c'est le bruit de Baudamage, c'est le son de ça. Baudamage, et on peut pas en vouloir par ailleurs Mais non, au public c'est ça. Moi, je d'apprécier comprends ça. ça. C'est-à-dire, Tu comprends ça? Oh, Mais c'est parce ouais. qu'il faut le rappeler pour les gens qui s'en souviennent pas. Quand tu as commencé, tu avais la barbe, tu avais les cheveux longs, tu avais toujours des bottes de travailleur puis une chemise de bûcheron. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu passes de ça à je me rase la barbe, c'est comme si tu disais aux gens que tu devenais plus comme moins bûcheron. Ben, c'est comme si tu abandonnais la cause. Ben, tu c'est sais, ça. Qui était assez vague, mais on se comprend qu'il y avait une sorte de cause générale. Ben, tu sais, tu d'une chantais- génération. Tu chantais au début devant, qui était- devant les centrales syndicales aussi. Là. Ouais, ben moi, c'est ça. J'ai là. commencé à chanter comme militant, tout ça, mais Ouais. j'ai dit, j'ai continué à le faire, pas de barbe. Là. Je veux dire, j'ai toujours jamais refusé de chanter pour des causes que je continuerai de défendre aujourd'hui. OK, ben, tu C'est vois- qui était... Mais- c'est le personnage de Samson, je pense qu'il y avait... Oui, quand il se c'était- fait couper oui. les cheveux, il perd C'est tous ça, ses pouvoirs. exactement. Mais moi, ça a passé proche, mais ça n'a pas été. Non, mais pas... Finalement, pas, est-ce que je voulais dire ça? tu Oui. montes sur scène Ouais. avec ton nouveau look, pas de barbe. Oui. Les gens tu réagis Oui. comment? C'est parti à C'est pas rire. tout le public qui a eu et remarque. C'est quand même quelques personnes. C'est un peu le même phénomène que les réseaux sociaux. Tu sais, mettons, dans ce temps-là, les trolls, il y en avait 2-3 dans la salle, puis ils huaient, tu sais, mais... ouais, c'est le phénomène du public fou, c'est-à-dire qu'il s'approprie l'acteur ou le chanteur, disons, vous m'appartenez, vous n'avez pas le droit de faire autre chose que ce que j'attends de vous. Bon, Oui, ben ça, ils se c'est- font une C'est ça. image. Mais la majorité du public ont quand même apprécié Bien le sûr. spectacle ce soir-là, on se comprend. Je veux dire, j'ai pas été obligé de m'en aller. Mais il y avait du monde qui huait. Assez, pas mal. Ça a fait un petit whoops. Mais... C'est en quelle année, ça? Ouais, 82, 3. Ben, voilà. C'est Vous bien, avez moi, je avec trouve un que c'est la 5 grande ans de dépression carrière. québécoise. Mais c'est que Et tu puis, t'as- je suis monté sur scène avec ça, tu sais, tout simplement. Puis, mais là, la mode a évolué, puis j'ai évolué Mais- avec. mais Tu sais, moi, j'y Mais c'est bien accorde que tu pas t'es fait. plus Moi, je d'importance. trouve un chroniqueur ou un artiste qui se fait pas huer de temps en temps fait pas sa job comme du monde. Non, c'est Mais- ça. mais- Puis il faut que tu évolues. Il faut- Il faut que tu avances. Tu brasses la cage. Ouais, non, c'est sûr. Mais ce que je trouve drôle, aussi, quand je suis arrivé, déjà, mon premier disque, mettons, c'était, Heureux de printemps, des chansons avec des tendances, des influences folkloriques et tout ça. Déjà, au deuxième, avec l'escalier, il y en a... Au début, ça a été étrange un peu, parce que là, je tombais plus dans la chanson française, un peu, tu sais... et donc, tout de suite, ça a dérangé même ça. Même ça a un Fou, peu hein? dérangé. Je les sentais, mais bon, j'ai fini par l'imposer, tout ça. Fait qu'à chaque fois, puis là, après ça, ben justement, avec Nouvelle d'Europe, là, c'était vraiment une autre affaire complètement. Et mais j'avais quelque chose à exprimer là, avec ces outils-là. Puis Mais je me permets de dire néanmoins, avec la manière d'un fan, que les classiques sont néanmoins, les chansons qu'on reprend aujourd'hui, sont celles qui avaient cette touche spécifiquement québécoise, la fête des années 70, le renouveau culturel québécois, Heureux d'un printemps, Mojo, l'escalier, s'y a intégré cette espèce de liste des classiques, je pense que ça dit quelque chose. C'est-à-dire que tu as été capable de nommer à un certain moment de notre histoire une manière de nous dire, de nous sentir, de nous chanter, et ça, c'est devenu des classiques. Ensuite, on peut apprécier le reste de l'œuvre, mais les classiques sont inscrits dans la conscience collective d'une manière ou sûr. d'une ouais, autre. mais il y a eu d'autres périodes aussi, tu sais, comme mettons quand j'ai fait Le chemin des incendies, des chansons comme Ouais. Un château de sable sur ma peau, tout ça. C'est une autre période, j'appelle, tout ça, Oui, oui, l'environnement et tout ça. Là, ça c'est correspondait vrai. à autre chose. Ça aussi, c'est devenu des classiques. Mais c'est sûr que, bon,
Une chanson comme Cocher oui, cocher non, mais tu sais, un peu tout le monde connaît ça sans Ben, trop c'est savoir sûr. pourquoi. Mais tu sais, je veux dire, ça a été dans la Nouvelle d'Europe. Là. C'était des virages que, effectivement, le public... Moi, j'ai toujours demandé un petit effort à mon public en étant différent un peu à chaque fois. Tu te souviens, Michel Mais en Rivard, restant moi-même. Michel Rivard, quand il a fait Un trou dans les nuages, qui Ouais. était son album un peu années 80, C'est un ça, peu ouais. ordinateur, un peu Ouais, ouais. synthétiseur. Il y a des gens qui ont détesté et qui disent que c'est le pire album de Michel Rivard. Moi, je trouve que c'est un des beaux. ouais, mais ouais. à l'époque, ça avait shaké. Mais tu sais, comme quand Bob Dylan est monté sur la scène puis avec sa guitare électrique, Ouais. les gens ont hué. As-tu déjà vu le documentaire de ça? Ouais. Les gens huaient. Absolument. Et Bob Dylan, avec ses lunettes noires, se retourne vers ce musicien puis il dit « louder ». Ouais. Encore plus fort. Ouais. Baveux comme tout, là. Mais c'est Non, mais ça, effectivement, il faut faut être exigeant vis-à-vis soi-même quand on est artiste. Il faut être un petit peu exigeant vis-à-vis du public. Il faut leur demander un petit effort. Regarde, on peut aller ailleurs. Parce qu'effectivement, le public te demande toujours oui, pourquoi tu fais pas des chansons comme dans tes premières chansons ou comme tu as fait à l'époque ou tu devrais faire une autre fois comme t'es plus là. sur ma peau. Mais là, de toute façon, ça te donne rien. Tu l'as fait. Ben, surtout que c'est On va se super mettre ça entre important, deux, vu qu'on c'est- sert tout en même temps, On de prend savoir une ce qui est une Ben entrée, non, ce qui est un plat mais c'est mieux de principal. manger ça en entrée. puis Ben après oui, ça. t'as raison. Oui, Écoute, puis une petite pizza, c'est ça des pizzas, c'est ouais. Oui. Mais prends-le avec tes doigts, c'est pas grave, on est entre nous, Oui. on va laver nos sushis en Dans famille. l'entre-soi de la Ça, c'est la pizza, le crabe à carapace molle était super bon. Et le vin est de... Sélectionné par Patrick Désy de Méchant Raisin, et c'est un petit chablis vieille Vieille vigne vigne. Dante, frère DAMPT. 2015. 2015. Ouais, Il est très bon. Ça a c'est un d'ailleurs- très bon, le 2015. Écoute, Moi, je travaillais pour une station de radio que je ne nommerai pas, mais j'avais souvent Mathieu comme invité, et Mathieu m'épate. Je dois le dire, et même il est devant moi. Mathieu m'épate. Il part avec une phrase avec plein de dons, de queues, avec des virgules, des points-virgules. Et là, la phrase, elle part. Puis là, tu dis, ben là, elle s'en va, la phrase. On va la perdre, là. Elle fout le camp. Et il la ramène. Et tout ça fait une belle phrase, toute bien construite, tout ça. Ma mère dirait, il parle comme un livre. Bon, alors bref, moi, ça m'impressionne et je trouve ça beau. Alors, j'avais souvent Mathieu en entrevue. Et il y a beaucoup de gens qui écrivaient, mais pour qui il se prend, lui, de parler comme ça? Ben voilà. Pour qui il se prend de justement, parler avec mais des grands regarde, mots comme ça? Moi, je suis bien d'accord avec toi. Et j'étais très content que ce soit lui qui soit en même temps que moi. J'étais très content, je l'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup ça. Je trouve ça, j'admire ça quasiment comme une œuvre, tu sais, à chaque fois. Ben lui, ouais, se c'est comme fait la Tour interviewer sur Eiffel. n'importe Tu sais pas quoi. trop Il y a- comment ça a été Il y a une petite construit. fioriture intéressante là, puis hop, regardons ça. Une arche, puis une ogive, tout d'un coup, dans le discours. Alors, c'est toujours vraiment agréable à entendre ça. Mais il l'assume. En toute honnêteté, cela dit, je prétends d'aucune manière avoir autre chose qu'un accent québécois. Hein. Non, Moi, je suis né ici, j'ai vécu ici. Non, mais les phrases Mais que t'as tu quand même- les Non, mais phrases l'accent, que tu c'est fais ça, ne sont- l'accent québécois, le propre d'un accent, c'est une tonalité. Ensuite, si la question, c'est la maîtrise de la langue, j'ose croire qu'il est possible d'avoir un accent québécois et avoir une maîtrise parfaite de la langue aussi, ce qui n'est pas mon cas, je fais des erreurs comme tout le monde. Mais si le propre du parler québécois, ce n'est pas un accent, mais c'est un français relâché, déstructuré, incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas dans la tribu, ça, je m'en inquiète. On dirait, est-ce que parler québécois, comme on dit, c'est une espèce de français dialectal? ben, là? c'est-à-dire que oui, ça existe. Ça. Les langues, tu sais, il y a le parler que tu parles, qui est un parler... Regarde, pourquoi tu es un des seuls à parler comme ça? Parce que c'est pas une langue commune, là. On se comprend? C'est une langue un peu, tu parles un français qu'on dit des fois international. Je Ou sais tu pas parles si- un français professoral. Mais je tu sais parles pas, un français de moi, même. je sais pas Mais ce que ça veut la dire, ça. langue qu'on peut parler des fois, nous autres, à la québécoise, c'est une langue, ça aussi. Non, c'est pas Là, normal. moi, C'est un dérivé du français. Les mais gens, c'est du les français. gens me disent tout le temps, En tout cas, mais c'est- les gens me disent toujours que quand ils savent que je suis ami avec Mathieu, est-ce qu'ils parlent comme ça dans la vie de tous les jours? C'est drôle. Oui, ça oui, les oui. fascine. Est-ce qu'ils parlent comme ça dans la vie de tous les jours, comme... Je dis, tout à fait. Ben oui, ben Et oui. c'est ça que Mais j'aime. qu'il ne s'inquiète pas, je suis capable de fait. sacrer comme tout le monde.
C'est genre, y a-tu du love? Est-ce que je peux avoir du love? L'amour est passé dedans? Même les Anglais disent l'amour. Non. Fucking utilisé partout. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on s'est mis soudainement à dire fucking? Si on est vraiment, je suis fucking pas content. Dire ça existe, dire je suis en tabarnak, je suis en crise, je suis en calice, t'en vas aussi boire, moi t'en calisser une. Tout ce registre existe pour nommer notre colère. Alors pourquoi soudainement pas une espèce de vocabulaire d'importation qui en plus nous fait perdre des dizaines de mots pour remplacer ça par un fucking? Moi j'y comprends rien. Ben c'est ça. Ben, en fait, je pense que ça procède d'un mouvement où il fallait nommer cette langue-là. Il fallait la nommer, il fallait nommer le joual, il fallait l'avancer parce qu'elle était opprimée, parce que cet espace de vie-là était opprimé. Ben, d'où les belles-sœurs de Michel Tremblay. Et là, il y avait un effort pour parler comme ça. Ouais. Comme en ce moment, il y a un effort. Et ça a fait un temps, je te dirais. Aujourd'hui, moi aussi, ça me désole. Ça me désole parce que ça représente en ce moment un certain abandon d'une cause que je trouve importante, qui n'est pas juste la question nationale, mais qui est la défense de la diversité. Et pour moi, la défense de la diversité culturelle dans le monde passe par... C'est une tendance à vouloir se laisser aller aux dominants. Mais vois le paradoxe. Et à laisser tomber sa Mais vois le paradoxe. L'exception culturelle. On est en train de laisser tomber l'exception culturelle. Le discours diversitaire qu'on nous impose systématiquement est une machine à homogénéiser incroyable. C'est-à-dire qu'on fait perdre la singularité de chaque pays au nom de la diversité. Parce que qu'est-ce que c'est la diversité? C'est la possibilité d'avoir le même centre-ville partout sur Terre en toutes circonstances. C'est la perte de la singularité d'un pays. C'est la perte de ses habitudes. Se moderniser, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est perdre sa singularité. Or, la vraie défense de la diversité du monde, c'est que chacun défende vraiment son identité. Et effectivement, le paradoxe, c'est que tout le monde a voix au chapitre. Tout le monde a droit au chapitre. Sauf nous. Sauf nous. Tout le monde a le droit de dire nous, sauf nous. Ouais. Nous sommes de trop. C'est fatigant, ça. À un moment donné, ça m'énerve, ça. Alors, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de célébrer. Tu sais, moi, je regarde, mettons, Justin Trudeau. Alors, c'est la fête nationale des Sikhs. Là, il fait une petite vidéo. Nous célébrons aujourd'hui et nous saluons la communauté sikh. Là, après, 2 semaines plus tard, c'est la communauté tamoule. Après, c'est la communauté hindouiste aussi, peu importe. Quand est-ce que Justin Trudeau fait une petite vidéo pour dire « Et nous célébrons aujourd'hui la communauté québécoise » et tout ça? Il le fera pas. Il le fera jamais. Oui, mais c'est le paradoxe, c'est là. C'est que le Canada est un pays qui est fondé sur le refoulement du Québec pour permettre la célébration de toutes les autres marques de la diversité. Parce que nous, pourquoi on peut pas nous célébrer? Parce qu'on n'est pas une diversité folklorique. Nous, le fait est que quand on célèbre le Québec, on célèbre une société, un peuple, qui a des institutions, qui pourrait demain devenir un pays indépendant si les circonstances le permettaient. Alors que, donc, toutes les autres marques de la diversité peuvent être célébrées parce qu'elles ne portent pas à conséquence, parce qu'elles sont simplement autant de couleurs de plus dans un grand drapeau qui se nomme Canada. Mais célébrer le Québec, c'est nommer une société à part entière contre laquelle le Canada s'est constitué depuis 82. Le Canada s'est fondé sur la censure du fait québécois. Voilà pourquoi il ne se reviendra jamais à l'esprit de nos fédéraux de nous mentionner. Mais quand Justin Trudeau, en entrevue au New York Times... c'était cœur! Non, mais ça, là, quand il dit en entrevue au New York Times, il dit « Le Canada est le premier État post-national au monde, c'est-à-dire on n'a pas de culture propre. Ouais. » C'est-à-dire qu'on n'est que l'addition des cultures qui viennent d'ailleurs. Je trouve, à un moment donné, c'est correct, l'ouverture. Ben oui, il faut s'ouvrir. Ben oui. Faut pas se renier non plus, faut pas s'oublier. C'est un opportunisme c'est une concession à quelque part. Et peu importe d'où ce qu'ils viennent, l'immigration, ils vont tous finir par devenir Canadiens sous le modèle, comme ça se passe aux États-Unis après plusieurs générations. Donc, le Québec, nous, on dérange ça, on l'a toujours dérangé. Et je suis d'accord avec toi de dire que le Canada a été créé, même pensé, au départ, pour assimiler le Québec. C'était l'intention avouée claire. Lord Durham. Oui, exactement. Clairement avouée. Il n'y avait pas de gêne à ça. Et on va les assimiler, puis c'est tout. Et donc, c'est sûr que cette structure-là va se rebeller à partir du moment que nous, on insiste pour le contraire. Petit reportage que j'ai consacré une chronique il y a quelques jours par Radio-Canada Alberta, qui célèbre le français de Justin Trudeau, alors que c'est un français cassé, déconstruit, décomposé. Bon, c'est du traduidu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Trudeau célébrer parce qu'il parlerait le français à la manière des francophones en situation minoritaire.
Et qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Les francophones, en situation minoritaire, aiment bien la manière dont Justin Trudeau parle parce qu'ils s'y reconnaissent. Ah oui? Et puis là, on critique les Québécois qui seraient snobs, qui pratiqueraient l'impérialisme linguistique, on imposerait nos codes aux autres. Alors que le simple rappel des faits là-dedans, c'est à dire, un instant, les copains, vous parlez le français à la manière d'un peuple dominé. Les Canadiens français au Québec sont devenus étrangers à leur propre langue. Ils la parlent comme une langue étrangère. Un jour, on va arriver au Canada où les francophones au Québec vont dire « We're francophone ». Respecter notre... Ils vont dire en anglais « Respecter notre identité francophone ». Et ça, je vois qu'aujourd'hui, tout rappelle du rôle du Québec, dans son rôle central pour la culture québécoise, la francophonie d'Amérique, mais le fait qu'il doit avoir le pouvoir chez lui pour être capable d'affirmer un français qui soit vivant, pas un français résiduel, pas un français folklorique, pas un français vaincu, mais un français au pouvoir, ça, on ne l'acceptera jamais. Et voilà pourquoi François Legault, à qui on peut reprocher bien les choses, en ce moment suscite, non pas l'enthousiasme, mais à tout le moins l'intérêt chez bien des nationalistes québécois et des souverainistes, parce qu'après 15 ans de régime libéral, qui était fondé sur la déconstruction de ce que nous sommes, eh bien là, on a en ce moment un premier ministre qui ne doute pas de la légitimité québécoise, qui réaffirme notre droit d'être chez nous, qui réaffirme le droit de vivre en français et qui est ancré dans la majorité francophone. Donc même s'il n'est pas indépendantiste, ou il ne l'est plus, bien qu'il le redeviendra peut-être, à travers tout cela, on est quand même devant une bonne nouvelle pour le Québec. Moi, c'est sûr que ça m'inquiète. Par exemple, en général, par rapport à la question nationale et à notre survie en tant que culture et pays, c'est sûr que moi, je pense pas que ça va se faire absolument. Je crois pas au jour inévitable de l'année. Tu ne verras pas de ton vivant. Mais je suis plutôt optimiste. Tu ne verras pas ton vivant. Je pense que j'ai des chances de le voir de mon vivant. Pour vrai? Oui, un petit peu. Je te dirai pourquoi un peu après, mais les choses changent rapidement quand elles changent. Et je te dirais une chose, c'est que quand moi j'étais jeune, en tout cas, effectivement, c'était la même chose. Quand moi j'étais jeune, tout le monde parlait avec des mots en anglais tout le temps. Ah ouais? C'était beaucoup plus anglophone dans la réalité. Mais c'était subi plutôt que fierté. OK, il y a peu importe, il y a un mais, là, tu sais, il y a ça, mais c'est pas grave. C'était la condition. Et moi-même, quand moi j'avais 16-17 ans, c'est là que je suis devenu souverainiste, indépendantiste à ce moment-là. Mais juste là, avant, 16-17 ans, là, moi, tout le monde autour de moi, les amis, ils étaient tous indépendantistes. Mais moi, non, tu sais, je comprenais pas. Je la comprenais pas. Je disais, le monde peut être libre d'aller à l'école en français, en anglais. Qu'est-ce que ça change, tu sais? Je pensais ça, toi, Paul Piché. Oui, ça a pris du temps avant que je saisisse ça, l'importance. Il a fallu que quelqu'un me l'explique à un moment donné. Donc, tu as déjà été fédéraliste? Oui, à ce moment-là, oui. Je me souviens même de trouver que Robert Bourassa, à l'élection, il y a une élection où j'avais 16-17 ans, je ne votais pas encore, et je trouvais que Robert Bourassa, il avait bien du bon sens. Lui, c'était celui que je trouvais qu'il avait du bon sens. T'es dans quelle année? En 50. Et pourquoi t'aimais Robert Bourassa? Ben, je sais pas, il devait être jeune pour mon époque, et puis... Mais tu sais, les gens, écoute... mais c'était un jeune député, un jeune... mais j'avais des amis autour de moi qui étaient indépendantistes. Mais qu'est-ce qui a déclenché? La majorité des gens... Qu'est-ce qui a déclenché? C'est quoi le moment où tu as basculé? Écoute, bon, il y a bien des choses, là, mais la première chose que je dois dire, c'est que ma mère est anglophone. Donc, moi, je suis un bilingue. Tu sais. Ouais. En partant, C'est quoi son nom? C'est Agnes Payne. Ma mère était anglophone, c'était une Irlandaise, par contre. Ça change un peu. Catholique, donc qui se méfiait des patrons et des protestants en général. En particulier, je devrais dire. Mais, donc, j'étais donc élevé dans un milieu bilingue, avec beaucoup d'amitié bilingue, à Montréal, à la campagne, aussi à la Minerve, dans le Nord. Donc, j'étais plutôt... Et mon père était très, très fédéraliste. Et eux autres, tu sais, qu'est-ce que tu veux, cette génération-là, ils avaient défendu le Canada à la guerre, puis tout, tu sais, écoute, il y avait c'est sûr. Il y avait rien à faire que... Et moi, donc, à un moment donné, on dirait qu'il a fallu que je fasse un choix. Si j'étais québécois, tu sais, francophone, mettons, ou plutôt canadien, anglais avec eux autres, tu sais, c'était comme... Qui je suis? Mais là, mais c'est difficile parce que c'est difficile parce que c'est choisir entre papa et maman. Non, parce que ma mère était très, très assimilée. Elle a été élevée au Nouveau-Brunswick, pas à Québec. Mais elle parlait anglais, évidemment. On écoutait la télé en anglais. J'ai vécu toute ma vie, ma jeunesse, c'était tout en anglais. Donc, tu aurais pu, théoriquement, être Paul Piché chantant en anglais. Absolument, c'est sûr. Je chantais en anglais. J'ai commencé à chanter en anglais. Quand j'ai commencé Ta première tune que tu as écrite, tu l'as écrite en anglais? Non, je l'ai écrite en français, mais je l'ai écrit une coupe en anglais au début. Et donc, tu aurais pu avoir une carrière internationale? Oui, j'aurais pu, en écrivant en anglais? absolument, c'est clair, c'est sûr.
j'ai pas choisi d'être qui je suis, mais j'ai accepté qui j'étais. Dans le fond, j'étais un francophone. Et là, il y avait dans tout ce milieu-là un petit mépris sur les francophones. Et c'est pour ça que j'ai eu à faire un choix un petit peu. Parce que j'ai senti un peu que ce monde-là anglophone, il méprisait un peu mes oncles francophones. Puis il y avait comme un petit côté, là... Comme les protestants irlandais méprisaient les catholiques irlandais. Alors ça, à un moment donné, tu te dis, bon, mais où je me situe, moi, là? Puis là, à un moment donné, j'ai senti que je ne pouvais pas me renier. Dans le fond, j'avais beau être élevé en anglais, j'étais quand même un Québécois à l'école en français. Et ma langue profonde, c'est le français québécois. Là, c'est ça, la langue dans laquelle je pense. Tu sais. Mais tu vois, déjà, chez mon frère, c'est différent un peu. Il est un petit peu plus bilingue comme moi, lui, tu sais. Il est plus vieux, tout ça. Fait que, tu sais, c'est bien. Mais ma c'est sœur drôle. plus vieille, elle était vraiment du côté anglophone. En tout Ah cas, oui? Ouais, tu sais. Ah oui? Pas les conséquences. Ben, les conséquences du fait que tu es ce que tu es et que tu dois défendre ce que tu es, à ce moment-là, m'ont mené naturellement à dire, ben là, il faut que le Québec devienne un pays. Je veux dire, j'ai réfléchi ça. En fait, j'ai écouté ce que les gens avaient à dire là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai comme fait ce choix-là. Puis j'en suis jamais... j'ai jamais changé d'idée. Puis je change pas encore Mais d'idée. tu étais jeune dans un contexte historique particulier. Les jeunes, aujourd'hui, sont dans un autre contexte historique qui n'est Moi, pas je te parle le des années tien. 60. Non, mais qui n'est pas le 7, tien. 8. C'est un autre contexte historique. Moi, j'ai tout le temps dit, ma théorie, je l'ai toujours défendue, cette théorie-là. J'ai toujours écrit là-dessus. La loi 101 a rendu la souveraineté obsolète. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont dit, on fait la souveraineté pour défendre la langue. Une fois que la langue est protégée par la loi 101, Non. puis tu sais, attends une minute. Quand tu attends en ligne, là, moi, j'étais jeune, là, quand tu attends en ligne puis tu entends parler québécois en arrière de toi, tu te reviens puis c'est un Noir ou c'est un Chinois qui parle québécois, tu dis, OK, on n'a plus besoin de faire l'indépendance. There you go. Mais non, Ils on a sont encore là, besoin là. de faire Moi, je te dirais une l'indépendance. affaire. Moi, pour l'avoir vécu, je suis un petit peu plus vieux que toi, et pour l'avoir vécu vraiment là, à l'époque, là, si on n'avait pas eu la loi 101, la moitié du Québec serait assimilée déjà. Là, parce que là, les écoles fermaient dans ce temps-là. Ouais. Une école par Oui, semaine mais la loi 101, fermait. la là. loi 101 a rendu, on n'a plus La besoin loi- de se la séparer. loi- À l'époque de la loi 22, La loi là, il y avait 100, des écoles qui fermaient à tous les semaines. Je parle des plus jeunes. Les plus jeunes Non, mais disent... Alexandre, non, mais les là- plus jeunes disent... Oui, mais il y a plein d'arguments non, mais pour il les est plus possible jeunes. de dire aux plus jeunes. Alors moi, j'essaie Les plus d'essayer jeunes de... disent la langue française elle est plus menacée. Oui, mais un instant. Moi, je te Ok. dirais là-dessus par rapport aux jeunes, je vais avoir une posture qui est indéfendable. Mais j'appelle ça la posture de Pépère Bock. Mais je vois... Pépère Bock. Et je vois les plus jeunes, je pense qu'ils ont tort. Ils ont tort. Tout comme en mai 68, ils avaient tort d'espérer que Mao avait la vérité et la raison. Il arrive que la jeunesse soit globalement intoxiquée par des idées mauvaises. Et je pense que de ce point de vue, lorsqu'elle sent que le français est assuré, lorsqu'elle croit que le statut du français est assuré, lorsqu'elle croit que le Québec, c'est comme un pays dans le fond, puis c'est pas grave de toute façon de pas en avoir un, elle se trompe. Alors, de ce point de vue, je ne lui en veux pas. Parce qu'elle a été trompée davantage qu'elle ne s'est trompée elle-même. Elle est née dans une époque où il y a des espèces de bobards idéologiques qui circulent. Elle est dans un monde ECR. Elle est née dans un monde où le Québec était un peuple vaincu. Qu'on le veuille ou non, on est redevenu un peuple vaincu après 95. Alors, je vois la jeunesse, puis tout ce que je me dis, c'est qu'on doit la convaincre de changer d'idée. C'est-à-dire, on suppose qu'elle a, puis moi, c'est là-dessus que je fais un pari sur la vie adulte de la jeunesse. Demander le propre d'un adulte, c'est s'il entend des bons arguments, il est capable de changer Ben ouais. d'idée. Ça fait bien Et, du sens. Et non seulement ça, mais pour rajouter dans ton sens, la raison pour laquelle j'espère encore, et que je suis plutôt optimiste, c'est que pour moi, le défi de notre génération qui était indépendantiste, c'était de convaincre les vieux. Puis en 95, il y a eu vraiment, tu sais, ça a été, après 65 ans, ça votait non à 80%. Puis là, tu dois convaincre les jeunes. Là, il faut que tu convainques les jeunes. C'est beaucoup plus facile, à Très mon avis, bon. de convaincre les jeunes que de convaincre les vieux. Parce que les vieux, là, c'est comme moi, essaie de me faire changer d'idée, ça rend du tough à un moment donné. Là. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que si la situation se représente, on a beaucoup plus de chances de le réaliser aujourd'hui qu'on l'avait à l'époque. Il faut comprendre une chose, là. La raison pour laquelle la jeunesse n'est plus là sur la question nationale, c'est juste notre faute. C'est juste la Oui, faute. c'est notre faute. C'est On juste de l'aura notre pas- faute. C'est juste on de la l'aura faute. pas bien expliqué. C'est pas vrai. On a complètement, à partir de après 95, là,
ce n'était plus un enjeu, ça n'a on plus a vu que ça jamais serait été tout un seul. enjeu. Bernard Landry, que j'aimais beaucoup, avait quand même cette... je me rappelle, je l'avais confronté là-dessus en Conseil national dans ma jeune vingtaine. Monsieur Landry était convaincu que le mouvement démographique faisait le travail. C'est pas vrai, Donc, ça, les vieux mouraient, les jeunes votaient, puis un jour, on allait avoir tout le monde pour le oui. Absolument. Et il s'est rendu compte que finalement, les derniers souverainistes seront peut-être les vieillards, si jamais ça se passe mal, et les plus jeunes ne suivent pas. Mais lui, il était convaincu que le mouvement des générations faisait le travail. Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça. Exactement. Il faut en parler, il faut que ça soit un enjeu. Il y a une chose qu'il ne faut pas négliger. Il y avait 60% des francophones qui ont voté oui. Ça, là, c'est une masse de population absolument importante. Tu ne peux pas te défaire de ça. Là. Et donc, 60% des francophones. En plus, si tu calcules les gens de 18 à 65 ans à l'époque, les gens qui travaillaient, tout ça, là, tu tombais dans les 70, 80. Tu sais, il y a une masse critique importante, chez les francophones surtout, qui voulaient faire du Québec un pays. Ça, là, c'est pas vrai que ça va disparaître, tu sais, que ça, c'est fini. L'histoire, elle continue, puis ça va revenir à quelque part. Mais ce que je te dirais, c'est que la situation existait à l'époque, ces conditions-là existaient à l'époque. Pourquoi il y a eu un élan? Parce que le Québec, à ce moment-là, s'est confronté au Canada, dans le sens qu'il y a eu, avec l'histoire du lac Meech et tout ça, il y a eu vraiment une démonstration de l'impossibilité du Québec dans le Canada. Voilà. Et ça arrive... mais ça arrive, théorique. je te dirais, non, c'est pas, c'est très pratique. C'est en train d'arriver, mon Et Richard. ça arrive Oui, tout pour le les temps. jeunes, c'est Avec quelque le chose, mot, c'est ça quelque arrive chose tout le qui temps. se passe tout le temps. À l'époque de la conscription, après ça, il y a toujours une occasion où le Québec se retrouve dans une situation où il est confronté à son impuissance dans le Canada. Mais Dans ces moments-là... Paul. Non, laisse-moi finir. Donc, la prochaine fois que ça va arriver, parce que ça va arriver, ça peut pas sûr, faire c'est autrement en train qu'arriver. d'arriver. La prochaine fois que ça va Moi, je arriver suis d'une d'accord avec façon toi, Mathieu. concrète, quand ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver et quelle sera la situation démographique réelle par rapport à ça? Moi, je te dis qu'on a des bonnes chances la prochaine fois que ça arrive. Tu as qu'on raison, mais l'ait. Paul, je te pose une question et à Mathieu. Même si on fait partie du Canada, c'est quand même une parcelle de paradis au Québec. Pour les femmes, c'est le même argument tantôt. Les femmes ici, là, c'est le paradis si tu compares à d'autres. Mais dans le fond, il y a encore une très grosse lutte à mener. Oui, mais je m'excuse. Mais Il faut que ça continue, ça peut pas arrêter là. Attends, Parce que quand ça arrête, ça recule, c'est ça le problème. Quand tu vis sous le joug soviétique ou sous, je sais pas, dans des pays épouvantables, là, tu veux t'en sortir, mais je m'excuse, mais ici, c'est le confort Mais Richard, et l'indifférence. T'es comme pas disait obligé d'être Denis dominé par les Arcand. Soviétiques Et là, pour vouloir sais-tu te quoi? libérer. Je m'excuse, mais il faut, quand tu te compares, c'est un paradis. Mais Richard, Ça fait partie des Richard, éléments qui c'est nous un empêchent paradis. effectivement Richard, à t'écouter, de se mobiliser. Mais en même l'indépendance temps, devrait être réservée aux peuples qui sont sous la botte du colonialisme étranger. Le Québec a cette chance de pouvoir faire une indépendance tranquille, pacifique et démocratique. C'est une de nos chances à l'échelle de l'histoire. Ouais. Et je m'en réjouis. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Faudrait qu'on ait vraiment la botte canadienne qui nous écrase comme ça. Oui. ça sera Mais peut-être non. pire. L'oppression très grande, des fois, ça peut juste Puis, étouffer le trompe-toi monde. pas, le Québec a connu réussit la à révolution éteindre le monde. tranquille. Il va peut-être avoir une indépendance tranquille. Puis s'il l'a pas, il va connaître l'assimilation tranquille. Puis ça sera pas beau. Parce que le jour où les Québécois Ah non, vont l'assimilation, ça sera vont pas beau, là, ça, sentir c'est clair. soudainement qu'ils ne sont plus assez nombreux pour peser, les francophones, pour peser sur leur destin. Quand on va comprendre qu'à un moment donné, l'équilibre démographique s'est rompu, et puis nous, on est désormais dans une situation d'impuissance collective ici, ça sera pas beau. Les gens disent l'important, je veux-tu être heureux? Moi, je veux parler anglais, puis je veux parler anglais, puis je veux continuer à être heureux. Mais Richard, le collectif compte encore. Le plus bel exemple, Pour c'est le débat toi, sur la mais pas pour Non, les pour jeunes. 65% des Québécois qui sont pour la laïcité en ce moment. La laïcité est l'exemple même d'un enjeu Ça, je collectif. suis entièrement Et d'accord. il y a un... Et c'est là que ça va se jouer. Oui, je crois. Moi, je pense que ce qui se présente en ce moment, Ça peut être c'est écrit. La laïcité, les jeunes s'en Non, crissent. je te dirais instant! l'environnement Un aussi instant, peut il y a être plusieurs clash. enjeux qui s'interpénètrent. Et moi, ce que je vois venir, c'est le gouvernement du Québec Qu'est-ce que l'environnement a à faire avec la souveraineté? Ben là, mon Dieu, attends un tout. Non, rien. On a, Ben, tu peux on être a au Québec. environnementaliste, être Attends, un laisse fédéraliste. Paul Oui, tu peux, certainement. Déjà, sur le point de vue environnemental, je dirais les intérêts même économiques vis-à-vis de la question environnementale au Québec est complètement à l'opposé de celle du Canada. Alors là, à un moment donné, le clash se présente. Tu sais, s'il avait fallu, là, ça n'a pas passé pour l'instant, mais si le pipeline il avait essayé de nous l'imposer, c'est quoi la réaction? Tu sais, donc, pour être capable d'agir en fonction de notre vision environnementale,
il faut que le Québec devienne un pays. Puis au Québec, c'est clair que il y a par rapport à l'enjeu du pétrole, là, c'est sûr qu'il y a vraiment une vision différente de l'avenir, tu sais. Puis des intérêts surtout différents. Et on a raté par une petite marge, hein, quelques dizaines de milliers de voix. Bon, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les mains et on recommence! C'est vrai qu'on a été battus, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Le PQ devrait jouer là-dessus. Bien sûr, le PQ devrait jouer là-dessus. Le PQ devrait se réapproprier le discours identitaire. Attends, je dis ça depuis des années. Le discours identitaire, qui est un discours qui est noble, qui n'est pas un discours fermé, qui n'est pas un discours xénophobe, qui n'est pas un discours intolérant, qui est un discours qui est noble en disant « Nous avons le droit d'exister, nous aussi, et vous êtes pour la diversité, tout le monde a le droit de dire « nous ». On a le droit aussi, nous, de dire « nous ». Alors, c'est un discours qui est noble. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça depuis que Jacques Parizeau, complètement paf, a dit... Mais ça a causé un tort. L'argent et le vote ethnique. Il a tué ce discours-là. Tu sais, c'est rendu radioactif. Maintenant, le vote ethnique, c'est radioactif. Mais paradoxalement... Les gens ont dit, à partir de là, quand Parizeau était complètement paf, ils ont dit, maintenant, le PQ égale racisme. C'est ça, mais toi, Paul... Il disait ça déjà avant. Mais honnêtement, moi, Parizeau, qui était l'homme politique que j'admirais le plus, m'a extrêmement déçu ce soir-là. Je veux dire, j'ai été vraiment atterré par cette phrase-là. Puis, je veux dire, je l'ai jamais... imagine l'impact qu'aurait eu une phrase inverse de dire, par exemple, on sait que du côté immigrant et du côté communauté culturelle, il y a eu... beaucoup moins de gens qui ont voté avec nous. En fait, vous étiez très minoritaire. Mais mon Dieu, vous étiez courageux de le faire. Et mon Dieu, qu'on doit vous remercier d'être avec nous. Et je sais pas, moi, quelque chose de très positif dans ça. D'inclusif et de merci d'être avec nous parce qu'il y en avait beaucoup et très visible. Les conséquences d'un bon discours peuvent être énormes. Les conséquences d'un mauvais discours peuvent être fatales. Ben, en fait, pour résumer, tu peux faire le soir de la défaite un discours qui divise ou un discours qui rassemble. Exactement. Qui rassemble les forces et qui dit, regarde, tel un phénix, nous renaîtrons de nos cendres. Et comme il disait, qu'est-ce qu'on fait? On se crache dans les mains et on recommence. C'est ça qu'il disait. C'est ça qu'il aurait voulu qu'il parle. Mais en réalité, il aurait fallu qu'il recommence tout de suite, puis qu'il recommence à tenir le discours rassembleur vis-à-vis les communautés culturelles. Mais on traite Parizeau comme s'il avait fait un acte de déportation ethnique. Bordel! C'est pas ça qu'on dit? On dit qu'il a dit une niaiserie. Oui, mais pour une niaiserie, le jour où on va être assez sévère envers tout le monde pour les mêmes niaiseries, on va faire un procès permanent dans l'opinion publique. Tout le monde a convenu qu'il y a du tort de dire ça. On l'admire tous Parizeau pareil. Là, ça paraît. Tout le monde a dit qu'il y a eu tort. C'est pas parce qu'on critique sur ça. C'est une chose importante, ces immigrants. Non, mais personne dit juste les immigrants. J'ai rien contre les immigrants, c'est pas la question. Les immigrants, c'est aussi des Québécois, je veux vous rappeler. Tout ce que je veux... Oui, jusqu'à ce qu'ils le deviennent, évidemment. Ce que je veux noter, c'est simplement qu'il faut tenir compte de cette réalité qui s'appelle le fait que les communautés issues de l'immigration votent massivement contre les partis nationalistes et contre l'idée de souveraineté. J'ai pas l'impression, disant cela, de faire scandale. Mais dans ce Québec qui fonctionne au politiquement correct, nommer le réel, qui s'appelle le vote linguistique, et le fait qu'il y ait une hostilité réelle contre le vote nationaliste dans certaines communautés, ça passe pour scandaleux. Parizeau aurait pas dû dire ce qu'il a dit. Évidemment qu'il aurait pas dû le dire. Parizeau aurait dû dire le contraire de ce qu'il a dit. Évidemment. Mais une fois qu'il l'a dit, on va y en vouloir combien de temps? Mais gars, Mathieu, je comprends ce que tu dis. Mais s'il avait dit, c'est les vieux. Ah, si c'était pas des vieux, on aurait gagné. Y aurait-tu dit ça ce soir-là? Mais c'était la réalité. Non. La majorité des personnes en haut de 65 ans, ils aimaient les rocheuses. Très proches. Tu mises sur l'absurde. Ils votaient. Non, c'est pas l'absurde. C'est la réalité. Est-ce que tu es d'accord, Paul, avec Pierre Falardeau, qui disait, et il n'a pas dit rien de niaiserie, il disait... il n'a pas dit beaucoup de niaiserie, non? Pierre Falardeau disait, on va être souverainiste, on va être un pays, et après ça, on verra, on serait comme un pays normal. Des fois, on va voter à gauche, des fois, on va voter à droite, on va être comme tous les autres pays. Il disait,
la souveraineté est une cause noble en soi. Oui. On n'a pas besoin de l'accrocher à la gauche, l'accrocher... Mais je pense même qu'il disait, on va être souverain. Ouais, c'est pour ça que je te dis, moi... Et après ça, on sera de droite, on sera de mais gauche. Mais je te dis que toutes mes causes sont importantes. Toutes mes causes sont très importantes. Mais pour les réaliser, pour pouvoir les faire, pour moi, il faut que la population s'implique dans ces choses-là. Et si j'étais, mettons, conservateur ou plus à droite, tout ça, je voudrais la même chose, mais moi, pour mes raisons. Moi, je suis un gars à droite. Exactement. Alors, tu te rends compte... conservateur, souverainiste. Tu te rends compte que, justement, que les choses que tu veux changer dans la société... Tu te rends compte que ça prend l'indépendance pour les réaliser. Au-delà que ça soit à droite ou à gauche. Au-delà de ça, c'est que l'indépendance est un bien en soi. C'est-à-dire pour tout peuple qui se respecte, le fait de se gouverner par soi-même. Qu'ensuite on vote à gauche ou au centre, à droite, peu importe, le fait de se gouverner en soi, c'est une valeur en soi. Exactement. Ce qui fait que moi, une valeur conservateur... On est d'accord là-dessus. Et plus que ça, c'est une valeur émotive de vie. Mais existentielle. Existentielle. Moi, donc, c'est extrêmement important. C'est la cause existentielle qui structure l'ensemble de ma vision politique. Ensuite, je peux avoir les préférences que je veux, mais celles-là fondent le reste. As-tu du fun, Mathieu? Bien sûr! As-tu du plaisir? Ah ouais, moi je suis très content, mais oui, je trouve ça drôle. Bon, on va présenter le dessert. Parce que tu m'as demandé de présenter les sushis tout à l'heure. Moi, je suis une vraie femme de maison, là. Une vraie... tu dis, au Québec, c'est le matriarcat. C'est bon. Hey, moi, je vais vous montrer un côté de moi que vous ne connaissez pas. C'est quoi? Je prendrais un verre de lait, moi, avec ça. Mais ça va tomber très mal. On n'a pas de lait à la maison. Il tient pas de lait. Un verre de lait au chocolat? On est en Non, lait. attends. Là, je t'apprécie 1000 fois plus. Vous êtes vegan ou quoi? Non, alors moi, j'ai jamais de lait de vache, mais je peux te proposer un verre de lait d'amande. Ben, je vais essayer ça. Mais explique-moi, là, c'est parce que tu bois... Quand je mange du sucré, ça me prend du lait. Ça te prend du lait. Ouais. OK, t'es comme influencé par les producteurs laitiers du Québec? C'est un gros bébé. Mais chaque matin, avec mes 2 toasts au beurre d'arachide, il y a du lait. OK, attends, est-ce que je peux raconter l'anecdote des beurres d'arachide de Mathieu? Alias beurre de pinot. OK, l'anecdote, Mathieu Bock côté beurre d'arachide. Ça fait plusieurs années que Mathieu fait partie de notre vie. C'est un ami sincère que j'aime de tout mon cœur, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Et à un moment donné, on est invité à souper chez une amie commune et on est autour de la table, mon vin coule, etc., etc. Et on a une discussion politique autour de la table. Et moi, j'ai le malheur de déclarer à Mathieu, dont je sens qu'il a pour moi une certaine amitié, même dire une amitié certaine, j'ai le malheur de déclarer à Mathieu que aux dernières élections, j'ai voté libéral. Et là, dans la face de Mathieu, je vois l'incompréhension. C'est comme si je lui avais dit que j'avais dévoré un enfant vivant ou que j'avais pris un lapin et que je l'avais écorché vif ou que j'avais commis un acte de sorcellerie satanique. Et là, Mathieu... Tout cela me semble banal par rapport au fait de voter libéral. Par rapport au fait de voter libéral. Et là, Mathieu me regarde droit dans les yeux et m'explique la chose suivante. Il me dit, Sophie, comment as-tu pu? Il dit, moi, je me lève le matin et la première chose que je fais, je me fais une toast au beurre de pinot. Je fais griller mon pain, je prends mon beurre de cacahuète et je l'étale sur ma toast d'arachide. Et la deuxième chose que je fais le matin en me levant, c'est que je me dis, Mathieu, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour faire avancer la cause de l'indépendance? Et moi, cette anecdote-là que j'adore, et ça représente toute l'amitié que j'ai pour Mathieu, c'est qu'on peut être parfaitement ami avec quelqu'un et pas avoir les priorités nécessairement au même endroit. Mais j'adore cette anecdote de toi et de la toast au beurre d'arachide. Tu es souverainiste. Oui, je suis souverainiste. Voté libéral. Okay, j'avais voté libéral à cette époque-là, parce qu'aux dernières élections, je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, parce que ça ne vous regarde pas. La CAQ. L'année où on avait mangé... Ah, toi, tu avais voté libéral au Québec, pour l'élection québécoise. Non, mais c'était... Oui, mais c'était au Québec, okay. mais c'était... Oh, je comprends que tu réagis. Mais les réactions, quelque peu, Parce que bon, mettons, au fédéral, là, je sais qu'il y a des souverainistes qui ont voté Trudeau. Non. C'était après l'affaire de 2012. Moi, Pauline Marois, la crise étudiante. Pauline Marois dans la rue. Pauline Marois dans la rue avec ses casseroles. Moi, je ne pouvais pas voter pour le PQ après ça. Ah ouais? Non, c'était hors de question. On retiendra néanmoins de cette anecdote que la première chose, ce n'est pas l'indépendance, c'est le beurre d'arachide. Et là-dessus, on se rejoint sur la gourmandise.
Mais il y a un truc qui est très particulier avec toi, Mathieu. C'est que tu es depuis Denise Bombardier, la première personnalité québécoise qui a un rayonnement intellectuel en France. Parce qu'il y a des artistes qui ont réussi en France, il y a des chanteurs, il y a des humoristes, il y a des comédiens, des comédiennes. Mais que quelqu'un, au point de vue intellectuel, obtienne une reconnaissance en France, il y a toi. Et avant ça, il y avait eu Denise Bombardier. Écoute, t'es écrit dans le Figaro, t'es reçu dans toutes les émissions politiques en France. Ça doit te faire quand même un petit velours. Ce qui est un petit peu une référence au fait que tu portes très souvent des vestes en velours. Fermons la parenthèse. Non, je porte pas très souvent des vestes en velours, je porte tout le temps la même. C'est différent. Mais soyons modestes. Mais ça doit faire un petit velours quand même d'être accepté comme ça en France. Je suis de ces Québécois pour qui la France n'est pas un pays étranger. Ça demeure ce qu'on appelait autrefois, jusqu'à la génération de mon père, la mère patrie. Absolument. Et quand je vais en France, alors évidemment, il y a des différences entre eux et nous, mais je suis toujours heureux de voir qu'il y a des points de contact profonds et qu'il y a une compréhension spontanée de l'un et de l'autre si on décide de se mettre à l'écoute de ce que sont les Français et si se mettre à l'écoute de ce que sont les Québécois. Et je suis toujours heureux, au-delà même de mon petit cas personnel, de voir que le Québec, je prétends pas représenter le Québec au complet, mais j'exprime l'expérience québécoise de ma manière, que le Québec trouve un écho en France à travers ce que je leur propose comme réflexion philosophique, intellectuelle, sociologique et tout ça. Mais ça, c'est... donc, j'ai une forme de bonheur à me dire que l'expérience québécoise est suffisamment universelle pour qu'on puisse en tirer des réflexions qui sont valables pour d'autres. Ça, j'ai un certain plaisir à ça. Mais tu trouves pas des fois que en France, il y a un respect des intellectuels et de la chose intellectuelle, alors qu'au Québec, on a tendance à mépriser les intellectuels ou à diminuer la chose intellectuelle. Mais on n'est pas la même société. La France a un espace intellectuel. Ici, on a des universitaires, des profs de cégep, des journalistes. Un espace proprement intellectuel, un espace public constitué d'intellectuels, ça n'existe pas ici. D'ailleurs, c'est une spécificité française à bien des égards. Donc, moi qui ai une vocation pour la vie intellectuelle, évidemment que je trouve là un espace d'un oxygène incroyable. Mais je ne me trompe, je le dis en toute honnêteté, je me trompe jamais de pays. Je sais de quel pays je suis et autant j'aime la France, j'aime y être accueilli à la manière d'un frère, d'un cousin, j'ignore c'est quoi le bon terme. Certains me disent même à la manière d'un des leurs, ça je le prends comme le plus beau des compliments. Il n'en demeure pas moins que pour moi, je demeure québécois. Sans le moindre doute. La France peut être deuxième patrie, mais jamais première. J'ai dit, ça fait 25 fois que je te dis cette phrase-là. Et tu vas dire, c'est bon, dis-moi pas qu'il va encore la sortir. Mais je vais encore la sortir. C'est que t'aimes plus le Québec que le Québec t'aime. Mais on n'a pas le même rapport à ça. Moi, tu me dis ça, moi, non, il y a plein de Québécois qui disent... Ah, mais attends l'instant, je serai en France. Mais c'est intéressant, je serai en France, j'aurai des tonnes d'ennemis aussi. Fais de la politique. Pas. Ici, je te le dis sans blague, puis là, avec fierté. Je me promène. Hier soir, je suis à Québec. En fait, c'était ce matin aussi. Je fais une conférence devant le Cercle du Savoir qui se tient à la garnison, au Cercle de la garnison. Et devant le public, c'est la grande bourgeoisie de Québec et tout ça. Donc, des gens qui sont pas spontanément de mon côté politique. Je fais une conférence sur le général de Gaulle. Les gens viennent me voir après coup. Des gens qui sont pas de ma famille politique viennent dire merci pour cette réflexion. C'est intéressant. Dans la rue, à l'hôtel. Le garçon à la réception me dit, M. Bock-Côté, je m'étais pas présenté, vous connaissez, bon, bonjour. Continuez d'écrire, vous nous défendez. Chaque semaine, plusieurs personnes me disent, ils me rencontrent dans la rue, me disent, continuez, vous nous défendez, continuez de faire ça. J'y crois grâce à vous. Puis il n'y a rien de plus beau. Je suis régulièrement, chaque vendredi, ça c'est un devoir que je me donne, parce que j'ai très souvent des jeunes qui m'écrivent, qui sont à peu près fin secondaire, début cégep. Et ils m'écrivent à peu près toujours le même message. C'est presque un schème. Monsieur Bock-Côté, j'ai découvert grâce à vous la vie intellectuelle. Pourriez-vous me conseiller quelques livres? Et puis je tiens à vous dire, c'est grâce à vous que je suis devenu souverainiste. Et là, c'est chaque fois la même chose. Je découvre chez eux. Donc c'est pas des millions. Moi, je prétends pas connaître des millions de personnes. Mais dans la société qui est la mienne, je les rencontre. Et je trouve chez eux, j'ai éveillé chez eux ce mot religieux qui plaira une vocation pour leur pays. Et je trouve ça magnifique. Donc dans ce pays, je me sens chez moi. Mais je me sens absolument chez moi. J'ai les deux mamelles du mouvement souverainiste devant moi. Les deux mamelles. Comme artiste, tu parles à l'émotion des gens. Toi, tu parles à l'intellect des gens. Mais trompe-toi pas! J'écoute sa chanson, je suis pas mal parti. Je l'ai écouté probablement 500 000 fois dans ma vie.
Je t'ai connu, tu te rappelles, on s'était chicané sur... Je me souviens! Sur les, dans les À médias. voir. Et ça. Ah ouais. C'est drôle, Mais là, ça. après Non, ça, mais je m'en après un bout de souviens. temps, parce que toi comme moi, Attends une minute, t'es pas... On est, Faut rappeler c'est quoi. on est ni l'un ni l'autre Attends une minute. rancunier. Non. Alors, quand on Absolument s'est pas rencontrés rancunier. dans la vie... OK. Est-ce que je peux raconter on s'est votre regardé, on a chicane? fait comme, OK, puis là, OK, on s'est je vais parlé. raconter Ça, votre c'est pas raconter chicane la chicane. parce que j'étais pas avec Richard à ce moment-là. OK. À un moment donné, Richard écrivait dans Voir et j'espère que je le raconte comme il faut. Il avait écrit un truc à propos de toi. Tu étais à l'époque avec Audrey Benoît. Oui. OK? Il avait écrit un truc sur blablabla. Tu étais au Café Souvenir avec Audrey Benoît, puis tout ça, Outremont. Et toi, tu avais répondu à la chronique de Richard en disant, on le sait bien, Richard Martineau, il y a 2 filles, il a donné à ces 2 filles des prénoms de reines. Richard avait répondu, ouais, mais Paul aussi. Il y a eu des personnages importants qui s'appelaient Paul, comme Paul Pot, par exemple. Non, mais moi, ce qui m'avait dérangé, c'est pas ça. Et c'est pour ça que j'avais parlé de tes filles. C'est parce que... Mais t'avais ça- pas d'affaire à parler de ces filles. Je vais te dire pourquoi je l'ai fait. Parce que quand il avait écrit son article, il a peut-être pas pensé comme il faut que ça ferait cet effet-là. Mais c'est parce que tu révélais où je me tenais, avec Oui. qui je me tenais. ça se passe et pas là, tu t'adressais à Audrey, tu parlais d'Audrey, tu parlais de Marc Messier, puis on était, tu sais, c'est vrai que je me tenais beaucoup avec Marc Messier, puis tout ça. Puis on se tenait au Café Souvenir, puis Outremont. Là, tu parlais à propos des fusions municipales, puis tu me donnais un point de vue que je n'avais pas du tout. Ça se passe mal quand t'écris sur les gens qui sont en terrasse. Non, non, Oui, mais tu en comprends? général. Alors, non, La belle vie! La belle vie! On va trinquer à la belle vie! en tout cas, ça c'est dit, là, je me suis dit, il rentre dans ma vie privée, tu sais, mais il y a les aussi, tu sais. Qu'est-ce qui change nos Non, vies, mais ce que Paul? des vraies questions fondamentales importantes. c'est quoi? Mais l'environnement, c'est la première chose en ce moment. Il y a un vrai enjeu qui se présente à toute la planète et tout va se cliver autour Toi, de t'as ça. signé le pacte? Je ne l'ai pas encore signé parce que j'essaie de le signer depuis longtemps. Puis je me disais, faudrait que je me force avant d'aller voir parce qu'ils vont sûrement me poser la question. T'as pas signé le pacte? Non, parce que j'essaie de le signer puis ça marche pas sur mon téléphone. Mais je l'approuve. Honnêtement, c'est simple de Paul. même. C'est vrai. Désolé. Dominique Champagne, je trouve ça merveilleux ce qu'il a fait. Honnêtement, je trouve que c'est très réussi. C'est un metteur en scène, il veut faire quelque chose pour l'environnement, il fait de la mise en scène. Il l'a fait à grandeur Ok, du Québec. il y a C'est un parfait. gars, il y a un Et ça a gars- réussi. Il a fait ce qu'il a pu. il y a un gars qui est si allé- tout le monde faisait un petit effort comme lui, ben Colin, on ferait quelque chose. Tout le monde parle de ça, fait que c'est réussi à mon Il y a un niveau. gars Oui. dans la gang de Dominique Champagne. Oui. Je me lève debout. On Il est allé lève, dans c'est l'espace. Tabarnak. Il est allé dans l'espace. Ben oui. Et lui nous dit à nous qu'on doit faire Non. c'est pas attention. ça Il qu'il est dit. allé dans l'espace. Je comprends. Il est allé dans l'espace? Non. Il est pas allé dans l'espace, lui, pour il est allé dans l'espace. Pas du tout, Richard. Il est allé dans l'espace. Il est allé dans l'espace. Il est allé dans l'espace. Ah, Il OK, est allé c'est dans correct, l'espace. Richard. Il est allé dans l'espace. Je pense que Moi, c'est me faire inutile. donner des Et je leçons pense par un que gars qui est allé dans l'espace. je pense c'est que fuck you. oui, mais je pense que les actions aussi individuelles sont loin d'être suffisantes. Et donc, c'est pas la voie à suivre. Il faut toujours penser dans les actions collectives. Mais évidemment, le pacte, ça nous demandait un peu de faire des gestes individuels. Mais c'était dans une optique de dire, écoute, si nous autres, on signe un pacte et qu'on se met à faire ça individuellement, ben veut pas, quand nos gouvernements poseront pas les gestes qu'on veut, ben il y aura une pression de ça. Il y Quoi, aura une maman, discussion. C'est juste ça, là. Mais c'est vrai que j'ai regardé le pacte et je me suis dit, j'irai pas dans l'espace. Sur cette résolution Ça fait admirable. peur. Mais je suis sûr que tu J'irai fais pas. déjà d'autres choses. Mais dans déjà, la vie. mais déjà, je vais pas dans l'espace. C'est déjà bien. C'est déjà super bien, là. Moi, je vais pas dans l'espace. Alors, super. Merci. Soit vous irez au 7e ciel tous les deux ce soir. Ah, ça, c'est un espace... Admissible, un écologiquement espace permis. admissible. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin.
Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio. Je vais peut-être prendre mon char, par exemple. Oui, mais il ne faut pour pas aller, faire d'enfant, par contre. Ah, ben là, toi, C'est impossible de vous réconcilier!